Bonjour à tous et à toutes. Nous sommes aujourd'hui très heureux. Promotion OZ 2022, incluant Nathan Blisco et moi-même, Sundus Ozakri, de vous accueillir sur cette première table ronde dédiée aux questions de la place du nucléaire dans les systèmes énergétiques de demain. Et donc, pour rappel, on a 40 minutes durant lesquelles on va traiter des questions technico-économiques, politiques et enfin environnementaux et réglementaires. Et donc maintenant, on passe à la présentation de nos différents intervenants. Donc avec vous, Valérie Feudon. En fait, vous êtes déléguée générale de la Société française d'énergie nucléaire, SFEN, et vice-présidente de l'European Nuclear Society. En plus de cela, vous êtes enseignante à Sciences Po dans le cadre de Public School of International Affairs. Donc on a aussi Arthur Lynch. Et donc vous êtes docteur de l'Université Paris-Saclay en ingénierie économique et également ingénieur de recherche en technico-économie et régulation au sein de l'Institut ETZ de la Direction des énergies de CEA. Merci Sundus. Donc j'enchaîne avec nos deux intervenants suivants. Le premier, Jean-Luc Alexandre de Narea. Alors Narea conçoit des micro-générateurs nucléaires et donc vous avez fondé la société aux côtés de votre collaborateur Ivan Gavrilov en 2020. Vous avez également vécu 15 ans à l'international, ce qui vous donne un regard aiguisé sur l'étranger. Et enfin, Michel Derdevet à mes côtés. Donc pour vous, je lis EDF, donc côté production, mais également distribution avec Enedis, membre du directoire, rien que ça, et RTE, côté transport, directeur de la communication et des affaires publiques. Mais aujourd'hui, on a le plaisir de vous accueillir sous l'étiquette du think tank européen Confrontation Europe, pour avoir vos éclairages, notamment sur le panorama européen qui se dessine. Donc nous avons en support de cette première table ronde une slide qui vous sera peut-être diffusée, oui, ici, avec différents types de nucléaire, de réacteurs nucléaires, et donc cette slide reviendra à certains moments pour que vous ayez certains éclairages. Mais je laisse maintenant sans plus attendre Sundus introduire le premier sujet, le sujet technico-économique. Ok, merci. Donc, on commence cette table ronde avec vous, Arthur Lynch, qui, je le rappelle, a déjà réalisé une thèse sur le rôle du nucléaire dans un mix électrique avec décarboné, avec une forte part des énergies renouvelables qui sont non pilotables. Et donc, selon vous, Arthur, quels sont les avantages et les limites du nucléaire dans ce contexte ? Oui, bonjour. Tout d'abord, merci pour l'organisation de cette table ronde, un sujet très intéressant et d'actualité. Je suis honoré d'être aux alentours d'un si beau panel, surtout que c'est ma première table ronde, donc je suis à la fois honoré et très stressé. Donc tout ça va bien se passer. Alors, si on parle du nucléaire, on reprend les présentations qui ont été faites ce matin, très intéressantes. Moi, il y a deux éléments que j'aimerais mettre en avant. En premier lieu, le fait qu'il va y avoir de plus en plus d'électrification. On veut décarboner les usages, on veut produire de l'électricité décarbonée, et donc le nucléaire, à l'avenir, va se retrouver dans une situation où l'économie est plus dépendante de l'électricité. Donc il va falloir que le nucléaire réponde présent. Deuxième aspect, c'est la part croissante des énergies renouvelables. On voit dans à peu près tous les scénarios, et ça a été présenté, que même dans le scénario N03, il y aura plus d'énergie renouvelable, et ça va être dimensionnant pour la demande résiduelle, et donc pour le fonctionnement du nucléaire. Là, à mon avis, c'est un vrai changement de paradigme pour les réacteurs nucléaires. Le paradigme historique, c'est les centrales sont chères à construire, on a la majorité des coûts qui sont dans la construction, le financement, mais à opérer, ce n'est pas cher. Et donc, l'optimum économique est de maximiser la production du nucléaire à tout temps, histoire à la fois de rentabiliser la construction, mais également pour l'opérateur de bénéficier d'un maximum de revenus. C'est aussi un optimum technique, et ça peut-être que Michel en parlera un peu plus tard, c'est le fait de ne pas faire varier la puissance du nucléaire pour ne pas user certains composants, mais j'imagine qu'il en parlera. Donc on avait un paradigme historique qui était rester stable, produire de base. Là, si on reprend les systèmes électriques futurs, on aura de plus en plus d'énergie renouvelable, et donc on va avoir des moments avec trop de production. Alors, comme l'a rappelé Simona, ce ne sera peut-être pas en 2035, mais sûrement en 2050, il y aura des heures, par exemple, au milieu de la journée où il y aura trop de production solaire. Et là, la production nucléaire devient un peu inutile.
contrairement aux énergies renouvelables, le nucléaire peut conserver du combustible pour pouvoir le produire à des moments où c'est peut-être plus intéressant à la fois économiquement et pour la stabilité du réseau. Donc là-dedans, on a un défi. Comment est-ce qu'on fait moduler le nucléaire? Eh bien, la France a un atout là-dedans. On a un parc qui est surdimensionné historiquement, et donc pour plusieurs raisons, la France est le pays qui a fait le plus moduler sa production nucléaire. Donc c'est soit parce qu'il y avait quelquefois pas assez de demandes, notamment durant la nuit, ou alors du fait de devoir économiser du combustible pour pouvoir bien caler son calendrier de rechargement pour avoir plus de disponibilité durant l'hiver. Donc les capacités techniques du nucléaire sont quand même assez fortes. On peut faire moduler la puissance du nucléaire d'à peu près 5% par minute, de la puissance nominale, ce qui fait que par exemple on peut passer de 100% à 20% en moins d'une heure, ce qui est le minimum technique. Ça s'est vu typiquement dimanche. Si vous regardez les courbes de production du nucléaire de certains réacteurs, on voit que certains réacteurs, en 1 à 2 heures, passent de 100% à 20%. Donc il y a une vraie capacité à s'adapter aux renouvelables. Là également, il y a aussi des limites. Bon, très techniques. Je ne sais pas si on va aller dans le détail. Par exemple, on ne va pas parler de décroissance de l'acide borique, de pic xénon. Bon, c'est pour les spécialistes. Mais on ne peut pas faire n'importe quoi, évidemment, avec le nucléaire. Reste qu'il reste une certaine capacité, en tout cas en France, pour la modulation. Donc, finalement, ce que je voudrais dire, c'est que ce soit des REP, des EPR, des SMR, des AMR, la composante flexible pour l'avenir, elle est quand même déterminante, et j'espère qu'on en parlera aujourd'hui. Merci. Je m'adresse à vous maintenant, Jean-Luc Alexandre, pour vous donner l'opportunité en ce début de table ronde d'en dire un peu plus sur votre technologie Anarea, le XAMR. Présenter ses spécificités, notamment au niveau du système électrique, et in fine sur ce que Arthur vient de dire, donc les thèmes de modulation et de flexibilité. Merci beaucoup. Tout d'abord, merci pour avoir organisé cette journée sur un sujet aussi important. Alors, Narea, oui, c'est une jeune société. C'est vrai, on a démarré il y a quelques années. Alors, nous, on fabrique des microgénérateurs nucléaires, 40 MW électriques ou 80 MW thermiques, qui sont extrêmement compacts, puisque grosso modo, l'îlot nucléaire, ça tient dans un autobus, pour vous donner à peu près un ordre d'idée. Et ça va venir utiliser une technologie de sel fondu, donc on n'est plus en fission solide, comme l'intégralité des technologies dont on a parlé tout à l'heure. On est en fission liquide, et on est en neutrons rapides, ce qui va nous permettre de pouvoir brûler ce qu'on appelle vulgairement des déchets nucléaires, qui sont en fait de formidables ressources. On en parlait tout à l'heure, ceux qui représentent 95-96% de la radioactivité, donc le plutonium, les actines mineures, pour ne pas les nommer, c'est ceux-là qu'on va venir brûler. Donc c'est très important, parce que ça permet de nettoyer la planète des déchets de très longue vie. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, ça vous donne un stock très important devant nous, nous Français, mais également au niveau mondial. Parce que vous allez voir que nous, notre problématique, elle est française, bien sûr, parce qu'on est Français. Mais si on veut décarboner, il faut penser monde. Vous devez penser global. Et donc, vous changez complètement de paradigme. Et les choix que vous êtes amenés à faire sont forcément des choix fondamentalement différents que si on essayait de résoudre notre petit problème national, qui est un problème important. Mais nous sommes déjà très en avance par rapport à toutes les autres nations. Donc, on a développé ce petit réacteur, il n'a pas besoin d'eau. On parlait tout à l'heure des problèmes aussi de l'impact sur l'environnement. Et bien nous, il est tellement petit que la source froide, c'est l'air. Donc c'est de la convection naturelle. Et ça, c'était important dans le concept global, c'est de dire je ne veux pas d'impact sur l'eau. Moi, mon métier précédent, c'était chez Suez. J'étais le patron de Gremont. Je peux vous dire que l'eau, je sais ce que c'est. Je sais le côté sacré de l'eau, le côté raréfaction de cette ressource incroyable. Si on peut ne pas en avoir besoin, c'est beaucoup mieux. Donc ça, c'est formidable. Et puis le deuxième avantage que vous avez, on parlait de la taille tout à l'heure, d'être tout petit, c'est que vous allez pouvoir venir fournir de l'énergie décarbonée. Je dis le mot énergie volontairement parce qu'on va pouvoir fournir de la chaleur, très haute température décarbonée, avant l'électricité même. Le problème de la décarbonation qu'on a fixé là-bas, qui est très important, c'est qu'on dit on veut décarboner, donc il faut électrifier. Pas forcément. Pour décarboner, je vous rappelle qu'au niveau mondial, 80% de l'industrie utilise de la chaleur, non pas de l'électricité, de la chaleur. Cette 80% d'énergie, de chaleur, elle est faite avec du gaz et du charbon aujourd'hui. Eh bien, si on veut décarboner rapidement, c'est bien ces 80% qu'il faut aller taper. Ça tombe bien quand vous allez voir des grands industriels, puisque nous on discute avec des industriels, puisque 40 MW électriques ou 80 MW thermiques, c'est la cible des gros îlots industriels, de tous les gros process industriels dans le monde. Vous verrez que c'est des modules de 40 à peu près 80. Et bien ces gens-là, dès qu'ils découvrent la capacité de fournir de la chaleur 650 degrés décarbonée, ne vous demandent même pas l'électricité qu'on a prévu de faire, puisqu'on a prévu la turbine aussi et faire l'électricité. Ils disent arrêtez-vous là, ça me va très très bien. Et ils prennent même la chaleur fatale quand il y en a dans le cadre d'une turbine. Donc ça veut dire qu'on a une approche globale. On a un changement de paradigme au niveau mondial
pour justement décarboner de manière extrêmement puissante. Parce que, pour avoir été industriel avant, quand vous avez un process industriel et qu'on vous dit « vous avez du gaz », vous faites toute la chaîne. Quand on vous dit « il faut décarboner, on va électrifier », vous devez changer votre process industriel. C'est-à-dire qu'il faut faire de la chaleur avec de l'électricité. C'est pas rentable. Hein. Ça s'appelle le grille-pain, c'est pas rentable. Même si on veut faire des très hautes températures. Et donc, quand vous apportez à un industriel de la chaleur très haute température, j'insiste là-dessus, c'est supérieur à 500 degrés la haute température, vous avez des gens qui retrouvent le sourire, qui disent « waouh, mais on est peut-être capable de faire quelque chose d'incroyable ». Pourquoi c'est intéressant? Parce qu'en plus, vous le fournissez directement auprès de l'usine. Donc, vous allez pouvoir fournir la chaleur directement dans l'usine et l'électricité directement dans l'usine. Puis la beauté, Arthur vient de mettre le doigt sur la ce qu'on appelle la pilotabilité aussi dans notre jargon, c'est-à-dire de pouvoir compenser à la volée l'intermittence. En fission solide, c'est très compliqué. Effectivement, ça peut prendre une demi-heure, ça peut prendre une heure, de passer de 0 à 100%. La fission liquide, c'est quelques minutes. Intrinsèquement dans la réaction en elle-même, c'est quelques secondes. Donc avec toute la chaîne de transformation énergétique, vous arrivez à quelques minutes. Vous imaginez la puissance ? Vous êtes capable d'accompagner à la volée instantanément la variation des ENR, par exemple, mais la variation de votre consommation industrielle. Donc voilà tous les avantages d'un projet comme ça, en grande série, on l'a rappelé tout à l'heure. Ces grands projets de XAMR, j'ai oublié de vous préciser, donc AMR, c'est Advanced Modular Reactor, c'est la 4e génération. Le X, c'est parce qu'on est tout petit. Voilà. Merci. Merci Jean-Luc Alexandre. Donc Michel Dourdevet, Confrontation Europe. Avec vous, on va parler de la modulation des puissances des réacteurs nucléaires. Donc, selon vous, est-ce que la modulation de la puissance des réacteurs nucléaires est indolure ou bien au contraire est néfaste pour les réacteurs nucléaires? Merci Sundou, je suis ravi et je vous remercie de votre question parce que je dois être un des rares non-ingénieurs dans la salle à qui on va poser une question extrêmement technique. Donc je vais essayer de me dépatouiller avec mes 35 ans de carrière à EDF, RTE et Enedis. Non, plus sérieusement, on a vécu, mais ça a été évoqué avant, un changement de paradigme sur le fonctionnement des systèmes électriques français. C'est-à-dire qu'on avait un nucléaire qui était en base et on avait un lissage pour aboutir à l'équilibre offre-demande qui était assuré par du thermique. Charbon, gaz, et donc qui permettait d'ajuster au niveau de la demande. On voit bien que depuis l'essor des ENR, et si on a demain 40% d'ENR dans le parc électrique français, ça va être une part de plus importante d'une énergie non pilotable. À l'époque, il y a encore 10 ans, on disait non prévisible. C'est faux. On peut prévoir, et nos amis espagnols et portugais ont montré qu'on pouvait avoir dans les dispatching en Espagne ou au Portugal une prévisibilité. Et c'est le cas au dispatching de Saint-Denis où on a un monitoring avec Météo France de ce qui est fourni par les renouvelables. Mais il n'empêche qu'il y aura une part du modulable, du lissage de plus en plus grande. Alors comment on fait ? Eh ben, ça veut dire que le nucléaire, c'est vrai que de facto, il a été appelé à jouer ce rôle-là. Et j'aurais envie de dire, parce que ça a été peu évoqué jusqu'ici, que c'est un atout du nucléaire, mais pas uniquement en France, c'est aussi un atout au niveau européen. Raisonnons Europe. Ça veut dire qu'on est heureusement interconnectés aux voisins. Le 4 novembre 2006, s'il n'y avait pas eu l'interconnexion entre la France et l'Allemagne, il y aurait eu un grand blockout en Allemagne à 22h13, grande panique en Europe et 3 ou 4 jours pour reconstruire le réseau. Donc ces interconnexions, c'est un patrimoine européen extrêmement important. Et bien entendu que le nucléaire français doit être vu comme un des éléments de complémentarité. Plus on aura des ENR en France, mais aussi ailleurs en Europe. Et donc là aussi, on ne l'a pas abordé jusqu'ici. Vous savez, le débat européen, il est souvent très clivant et clivé entre le nucléaire versus les renouvelables. C'est stupide, ça a été dit précédemment par Sylvain et Madame de RTE. J'ai perdu votre prénom. Voilà. Et donc, comme vous l'avez dit fort justement tout à l'heure, on va avoir besoin à la fois de NR et de renouvelables. Mais donc, ça veut dire que cette part de la modularité ou de la modulabilité qu'on va avoir pour le nucléaire, c'est un atout dans un système énergétique européen où on aura des productions dispatchables, pilotables, le nucléaire en fait partie, et d'autres productions plus aléatoires avec une part croissante des ENR. Et ça, je crois qu'il faut l'avoir en tête, parce que si on n'utilise pas cet argument dans le débat européen, on va être dans une position obsidionale. On va se protéger par rapport aux antinucléaires qui fleurissent partout en Europe, alors qu'il faut bien montrer qu'à un moment donné, le foisonnement, la bonne dimension du foisonnement, c'est l'Union européenne. Ok, donc merci. Donc Arthur, des commentaires sur les propos tenus par Michel
par rapport aux répercussions économiques de la modulation de puissance. Oui, alors sur la partie économique, c'est bon, c'est vrai que c'est quand même un peu complexe. Il y a, j'ai envie de dire, deux éléments. La partie d'abord revenu et puis la partie coût. Bon, sur la partie revenu, on peut arguer du fait que la modulation fait effectivement perdre sur le temps T des revenus, puisque quand on ne produit pas, on n'est pas payé, ce qui est plutôt logique. Mais j'arguerais que c'est en fait une optimisation du combustible. Si on produit lors des périodes de prix faibles, bon, quel est l'intérêt pour l'opérateur de gâcher sa production à ces moments-là? Il vaut mieux la conserver pour des périodes de prix de pointe, et donc le nucléaire aurait un effet plus stabilisateur des prix, en somme. Donc actuellement, EDF, la modulation, il ne la fait pas pour rien. Il l'a fait car déjà, ça lui permet de mieux régler évidemment son calendrier, comme on l'a dit, mais également parce que c'est un gain économique. Je crois qu'il y avait un rapport de la Creux là-dessus qui soulignait bien le gain, bon, je n'ai plus le chiffrage en tête. En tout cas, c'est un gain économique. La question des coûts, là, est différente. Il y a quand même des impacts à faire moduler un réacteur, donc en termes d'usure, en termes de fatigue thermique. On connaît sur certains composants, donc notamment les composants du circuit primaire, on connaît bien les impacts, et donc on a une augmentation des coûts de maintenance et un remplacement plus fréquent. Mais il y a aussi des parties où on a un peu moins d'informations. Je crois que Cédric Lewandowski, lors de l'audition à l'Assemblée, parlait notamment du circuit secondaire, où on a moins d'informations sur l'impact. Et donc c'est plus difficile là de chiffrer le coût. Pour l'instant, avec le REX d'EDF, on est à un coût qui est marginal par rapport aux réacteurs qui fonctionnent en base. Je crois que de tête, EDF dit qu'il a un surcoût d'à peu près 2,5% des tranches qui modulent par rapport aux tranches qui ne modulent pas, évidemment en restant dans le périmètre des centrales d'EDF. Donc, on a un impact qui est plutôt faible face à un avantage économique. Alors, deux choses quand même. C'est on a quand même peu de documents qui parlent de ce coût, quand même quelques documents d'EDF. Moi, personnellement, en tant que personne qui travaille sur ces questions, j'aimerais qu'il y ait un peu plus de discussion et de publication d'EDF sur les impacts économiques en termes de coûts. Et deux, ça, c'est un REX sur l'historique. Donc, à l'avenir, si on a plus de modulation, on aura peut-être soit une explosion des coûts, ou alors pas d'explosion des coûts. En tout cas, on est dans de l'exploratoire. Donc, en termes d'impact sur le coût de la modulation, je pense qu'à l'avenir, il faut quand même rester très prudent. Merci Arthur. On a une dernière question sur la partie des sujets technico-économiques pour Valérie Faudon à présent. Donc en tant que délégué général de la SFEN, vous avez, pour revenir un peu sur ce qu'introduisait aussi Jean-Luc Alexandre, vous avez une vision globale des différents services et applications du nucléaire. Donc Monsieur Alexandre parlait de chaleur, on parle aussi d'hydrogène dans ces temps récents. Est-ce que vous pouvez nous dresser un panorama global de ces applications, et aussi comment est-ce qu'on arbitrerait entre ces diverses applications dans un temps futur? Très bien. Alors, le premier point quand même, et je pense qu'on l'a rappelé dans la présentation de Simonetta, c'est l'électrification des usages. Ça, c'est quand même très important. On va avoir une croissance très forte de la consommation d'électricité. Et le nucléaire français en particulier participe à la sécurité d'approvisionnement du pays. Je voudrais vous dire ça parce qu'on m'a posé la question de pourquoi on aurait à la fois des EPR, des SMR ou des AMR. L'EPR et le programme EPR, il est là pour assurer notre sécurité d'approvisionnement. On l'a vu, on va avoir un risque d'effet falaise aux alentours de 2040. Donc il s'agit à la fois de pouvoir prolonger le parc nucléaire au-delà de 50, et on l'espère qu'on pourra prolonger un certain nombre d'unités au-delà de 60, et puis bien sûr de pouvoir commencer à renouveler le parc nucléaire. Je pense que c'est important de le dire, parce qu'on a une croissance importante et on a des enjeux de sécurité d'approvisionnement à ces échéances-là. Alors le nucléaire, il ne fait pas que de l'électricité. Vous le savez, la plupart, ils sont à eau quand même. C'est d'abord une machine à vapeur, et c'est déjà utilisé comme machine à vapeur en cogénération dans plein de pays du monde. Je crois qu'il y en a 45 dans le monde d'après l'AEA qui font de la cogénération. Juste à côté en Suisse, la centrale de Besno, il y a elle alimente en chaleur urbaine
la petite ville d'à côté, voilà. Et on commence à voir ça arriver dans un certain nombre de grands pays, puisque la Chine a annoncé, elle est en test depuis maintenant 2-3 ans, sur un grand réseau de chaleur urbaine, et elle va l'étendre à 1 million de personnes à partir d'AP1000, hein, qui sont les versions 3e génération américaines de Westinghouse. Donc on commence à regarder l'utilisation du nucléaire aussi pour décarboner la chaleur. Quand on dit l'électricité va représenter 50% de notre consommation d'énergie à l'horizon 2050, voire même avant, il reste 50%. Hein. Et j'étais dans un séminaire, je dis, mais alors les autres 50%, on fait quoi? C'est souvent en effet de la chaleur. Et quand on regarde la planification qui a été faite par le gouvernement, et qu'on regarde ce qui se passe du côté de la chaleur, en fait, il y a des débats sur savoir est-ce qu'on aura assez de biomasse, est-ce qu'on aura assez de ressources pour faire cette chaleur. Il y a les possibilités de la géothermie, mais qui sont aujourd'hui pas bien développées, mal évaluées. Et le nucléaire est là. Hein. Alors, quelle chaleur il fait le nucléaire? Donc, il fait d'abord de la chaleur fatale. J'étais la semaine dernière à un séminaire sur la chaleur fatale à la FEDEN. Donc, le nucléaire fait de la chaleur fatale à 40 degrés. Aujourd'hui, c'est pas très utilisé. Alors, il y a des cas. Alors, la centrale de Gravelines dans le Nord, il y a une ferme aquacole voilà, qui est alimentée avec la chaleur fatale, ainsi que le terminal méthanier de Dunkerque pour regasifier le méthane qui arrive. Mais c'est vrai que quand on demande à EDF, aujourd'hui, en fait, il n'y a pas forcément ni les réseaux de chaleur près des centrales nucléaires pour pouvoir utiliser cette chaleur fatale, ni des modèles économiques. Par exemple, les agriculteurs qui pourraient utiliser dans les serres, ils n'ont pas les moyens de faire les investissements, voilà, ou de la chaleur fatale, je crois qu'elle est donnée gratuitement par EDF, hein, mais après, il faut quand même des infrastructures pour l'utiliser. Voilà. Alors, les repiquages dans le circuit secondaire, donc là, c'est très intéressant parce qu'on est à 200 degrés, mais ça nécessiterait d'importants travaux et de révision des règles de sûreté sur les centrales actuelles. Donc, je crois qu'on peut dire que EDF n'a pas envie d'entendre parler de ces travaux-là sur ces centrales. Par contre, sur les centrales futures, oui. Donc, typiquement, Neward sera conçu dès le départ pour faire un repiquage dans le secondaire. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire avec cette vapeur? Donc, elle n'est pas aussi chaude que celle de Narea, mais on peut on peut alimenter certaines industries qui ont besoin de chaleur à 200 degrés. On peut alimenter des réseaux de chaleur urbains et on peut faire de l'hydrogène avec de l'électrolyse haute température. Donc ça, c'est intéressant parce que c'est des très gros rendements. C'est une technologie française du CEA. Voilà. C'est Genvia, voilà, qui est habilité. Voilà. Donc ça peut être un truc très intéressant. Et cette technologie, elle va rentrer en test en Royaume-Uni bientôt, en fait, sur une centrale d'EDF Énergie. Donc on va pouvoir la tester pour voir si ça fonctionne. Et puis, je pense que je ne vais pas reparler des réacteurs qui font de la chaleur haute température parce que tu en as très très bien parlé. Mais il y a aussi des applications de désalination de l'eau. Donc, qui fonctionnent aujourd'hui avec des combinaisons. Alors, je ne vais pas utiliser le terme technique, mais en fait, c'est une combinaison on utilise à la fois de la vapeur et puis de le truc osmotique, là, comment ça s'appelle? Voilà. Osmose inverse, pardon, il y a un spécialiste. Et par exemple, ça fonctionne actuellement en Inde, à Madras, donc à Chennai, sur la centrale nucléaire de Madras, où ça fonctionne aussi au Japon. Voilà, donc on sait faire ça aussi. Utiliser cette chaleur pour faire ça. Donc, voilà. Alors pour la chaleur industrielle, on a aujourd'hui Dow Chemical aux États-Unis qui a fait une annonce comme quoi, en annonçant d'ailleurs un site pour commencer à tester de la chaleur haute température dans la décarbonation de ces process industriels. Voilà. Donc ça commence, des pilotes un peu partout dans le monde. Et on espère évidemment que le nucléaire pourra contribuer à ce qu'on appelle deep decarbonization, enfin, à cette décarbonisation profonde de process qui sont difficiles aujourd'hui à décarboner, soit parce que techniquement il y a des challenges, comme par exemple la température de la chaleur, soit parce qu'il n'y a pas assez de biomasse, voilà, ou d'autres technologies alternatives. Merci. Donc, passons à présent au sujet politique de cette table ronde. Et donc, pour cette partie, on se place délibérément sur un périmètre européen. Et donc, Valérie, à nouveau, selon vous, quelle est votre vision quant aux différents politiques européens au sujet du nucléaire? Alors, on est en pleine relance du nucléaire en Europe, hein.
tous les ans, mais je crois que Didier va présenter les résultats des études d'opinion cet après-midi, mais Didier fait tous les ans une étude mondiale sur 30 pays. Et sur septembre 2022, on était à plus 7 points dans le monde sur le nucléaire et plus 11 en Europe. Certains pays européens comme l'Allemagne à plus 15. Voilà. Donc on est dans un moment où l'opinion publique revient vers le nucléaire. Alors, la plupart ne savent toujours pas que le nucléaire n'émet pas de CO2, donc ça c'est toujours un problème. Bon, vous lui poserez des questions là-dessus parce qu'il est un petit peu plus optimiste, mais pour nous c'est très frustrant. Mais par contre, c'est clair que le retour du nucléaire est lié aux problèmes, en particulier en Europe, d'approvisionnement énergétique avec le gaz. Donc c'est très lié à ça. Donc pour la première fois, on a eu quelque chose dont on rêvait, puisqu'on a un club nucléaire qui s'est formé, une alliance nucléaire à l'initiative de la France, où on a eu 15 pays signataires, donc 14 de l'Union européenne, plus le Royaume-Uni, qui ont déclaré qu'ils voulaient utiliser le nucléaire à l'avenir dans leur mix énergétique, dont un certain nombre qui ont dit qu'ils voulaient construire de nouveau. Et ils ont signé une déclaration, donc c'était au mois de mai, sur un objectif de 150 gigawatts en Europe, ce qui nécessiterait une trentaine de nouveaux réacteurs. Voilà. Donc c'est un objectif, maintenant c'est une promesse, maintenant il faut la réaliser. Et je pense qu'on en parle aujourd'hui à la fois en termes de capacité industrielle à construire de manière efficace dans le cadre de grands programmes industriels, et puis aussi bien sûr capacité à financer cela avec des coûts de financement bas qui sont un élément essentiel pour la compétitivité du nucléaire au sein du mix. Voilà. Donc maintenant, je vais m'adresser à vous, Michel Derdevet, toujours sur ces thématiques européennes. Alors vous êtes pleinement immergé dans ça via le think tank Confrontation Europe. Je voulais un peu raffiner la question par rapport à ce qu'avait posé Soundous auparavant sur, donc on parle souvent des tensions entre différents pays, et on a bien sûr l'exemple de la France et l'Allemagne sur le volet nucléaire, mais on peut également parler de consensus. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus et également peut-être aborder des textes européens plus spécifiques ? Alors, oui, vous avez raison. Nathan. Le consensus, il existe sur le constat. Le constat, c'est qu'il faut aller vers une décarbonation rapide. C'est des objectifs politiques qui ont été actés, 2030, 2050. Donc ça, tout le monde fait corps autour de cette idée. Là où il y a dissensus, c'est sur le chemin pour y arriver. Et dans ce qui a été fait ces derniers mois, il y a du positif. C'est-à-dire que le fait que le nucléaire ne soit pas honteux, se structure via les industriels, ce qui à mon avis est la bonne démarche. Il faut que ça parte de l'industrie, comme pour la défense, pour que le message soit porté, plutôt que par un discours politique qui parfois peut paraître plaqué sur une réalité industrielle. Donc la démarche de l'Alliance du nucléaire qui est basée sur des synergies entre les industriels, c'est très bien. Mais le problème qu'il y a, c'est qu'on a un risque. On a un risque, c'est qu'on soit dans un fonctionnement bloc contre bloc. Si on est bloc contre bloc, c'est-à-dire si on est 12 contre 15 ou 13 contre 14, peu importe la volumétrie de chaque bloc, ça ne le fera pas. Parce qu'on va perdre de l'énergie dans l'affrontement. Alors moi, la confrontation, ça me plaît. On a même mis un S, confrontation Europe. Ça ne me gêne pas. Mais on voit bien que ça correspond au traité. L'article 194 laisse, paragraphe 2, aux États le soin de choisir leur mix énergétique. Mais pour autant, ça ne créera pas une dynamique européenne au moment où on a en face les Américains, les Chinois et un certain nombre de grandes puissances qui, sur le nucléaire ou sur les ENR, sont nos compétiteurs de premier rang. Donc comment on fait corps au niveau européen ? Moi j'ai une idée, mais ça c'est mon passé à la fois RTE et Enedis, c'est que je pense que quels que soient les choix d'énergie primaire, de mix de production, on a une problématique qui sont les infrastructures. Avec des bouleversements considérables. Le réseau de distribution aujourd'hui c'est principalement un réseau de collecte. 90% des renouvelables rentrent par le bas pour après rentrer dans le système énergétique. Cette problématique, les Allemands l'ont aussi. Ils ont à peine démarré les premiers kilomètres de la grande ligne THT qui va faire du nord au sud pour partir des grands systèmes éoliens du nord et alimenter les villes consommatrices du sud. Donc comment on se met autour de la table, français, allemands et les autres, pour essayer de redonner de la confiance dans le discours énergétique, dans l'échange énergétique, et pouvoir peut-être arriver après à parler des sujets nucléaires qui parfois fâchent et autres. Donc pour moi la méthode est aussi importante que le fond. J'avais remis à François Hollande un rapport en février 2015 là-dessus. Je pense qu'en repartant des problématiques de réseau, d'infrastructure, donc quelque part des problématiques qui embarquent tous les États membres, quel que soit leur choix,
peu structurelle, idéologique, ben, on peut arriver à faire sens et repartir au niveau européen. Sinon, on va se retrouver dans une guerre de tranchées où on va perdre de l'énergie en conseil des ministres de l'énergie ou ailleurs, de manière... On se fait plaisir. Mais le mot tout à l'heure qui n'a pas été employé, c'est le mot de souveraineté européenne. La souveraineté énergétique, elle doit être bien sûr nationale, c'est de droit. Mais en même temps, on est une puissance. Et quand le président de la République parle d'Europe puissance, de souveraineté européenne, c'est bien là le lieu de rendez-vous. Et donc ça veut dire qu'il y a encore beaucoup de travail à faire, avec le risque, je terminerai par là, que le nouveau Parlement européen, lui, soit le reflet aussi de clivage et qu'à partir du 9 juin 2024, on ait plus de gens qui montent au rideau en parlant de débat énergétique, plutôt de gens sages, posés, sachant voilà, échanger entre eux en bonne intelligence. Ok. Donc, restons toujours au niveau européen avec Jean-Luc Alexandre et votre entreprise Naria. En fait, quelle est votre stratégie de développement à cette échelle? Alors, effectivement, comme je le disais tout à l'heure, le problème est européen. Il est bien sûr global, mais on peut le regarder au niveau européen. Je rebondis sur ce que vient de dire Michel. La souveraineté européenne, c'est la clé du système. Donc à partir de là, il faut commencer à harmoniser. Il ne vous a pas échappé qu'on ait une certaine quantité de pays dans un territoire grand comme les États-Unis, avec autant de langues pratiquement qu'il y a de pays, et donc des cultures différentes. La première chose, ça va être d'acculturer tout le monde sur ces nouvelles technologies qui permettent de franchir les étapes de ceux qui étaient contre le nucléaire. Et je voudrais parler surtout de la fermeture complète du cycle de la matière. Tout passe par là. Aujourd'hui, les opposants au nucléaire vous disent qu'il y a des déchets de longue vie qu'on ne sait pas gérer. Ben, traitons le problème. Les neutrons rapides, la 4e génération, permet d'éradiquer pratiquement 100% de ces produits-là. Ça veut dire qu'on peut régler déjà un énorme problème en disant on s'engage vers la fermeture complète du cycle. Ça, c'est numéro 1. La deuxième, c'est qu'il va falloir harmoniser. Je disais, on est beaucoup de pays, on n'a pas tous les mêmes règlements. L'Europe n'a pas encore un corpus réglementaire sur la sûreté nucléaire. Il faut harmoniser nos niveaux de nos autorités de sûreté nucléaire. Ça tombe bien en France. On a probablement une des meilleures, si ce n'est la meilleure. Ce serait quand même très bien qu'on puisse imaginer que lorsque l'on va faire une démarche de sécurité et de sûreté, puisqu'il y a bien les deux angles d'attaque, il faudrait que ça puisse s'appliquer dans l'ensemble des pays européens. Pourquoi? Parce que sinon, vous allez multiplier les temps d'instruction de dossier et les modifications éventuelles qu'on va vous demander sur votre design, et ça va tuer le projet. Et puis n'oublions pas la compétition internationale. Il ne vous a pas échappé aussi qu'il y a quelques initiatives en Europe autour des SMR, et ça c'est merveilleux, parce que plus on est, mieux c'est. Quand vous regardez les courbes, de nouveau au niveau mondial, c'est une explosion de x3, x4 de la demande en électricité d'ici 30 ans. Comment va-t-on faire? On ne sait pas faire aujourd'hui. Ça veut dire qu'il y a la place pour tout le monde. Et heureusement que nous avons notre programme d'EPR qui va nous donner une énorme stabilité. Mais il va falloir tout le monde. Comment va-t-on faire pour s'assurer que pour une fois l'Europe est capable de dresser les bonnes frontières à ses frontières extérieures pour ne pas laisser les Américains et les Chinois prendre le marché? Ça, c'est fondamental. Nous avons la capacité industrielle, scientifique, technique d'être les meilleurs. Nous n'avons pas besoin des Chinois, nous n'avons pas besoin des Américains. D'ailleurs, je peux vous dire que nous, sur notre techno, on est aussi avancé que les Américains de ce côté-là et que les Canadiens. Donc on n'a absolument pas à rougir. On est très en avant au niveau de la recherche là-dessus et surtout de l'industrialisation de ces choses-là. Par contre, il ne faut pas regarder les choses avec des lunettes roses. Ça a été rappelé tout à l'heure, à Bruxelles, vous avez une armée d'Américains. Quel que soit le colloque que vous fassiez à Bruxelles, et nous on y passe beaucoup de temps aujourd'hui, vous avez une représentation américaine avec un groupe de lobbyistes derrière qui en fait ne cherchent qu'une chose, c'est faire ce qu'il faut pour que leur technologie passe. Sauf que la leur, ce n'est pas de la 4e génération aujourd'hui. Je voudrais juste insister sur un avantage crucial qu'a la France, puisqu'il y a 2 pays qui maîtrisent vraiment correctement les neutrons rapides, c'est la France et la Russie. La Russie, on les met de côté. La France, elle peut offrir à l'ensemble de l'Europe la maîtrise de la 4e génération. Les Américains ne l'ont pas, les Chinois ne l'ont pas. Même s'ils font des études, ils ne l'ont pas. Phénix, Super Phénix, c'est une fierté française, on peut l'apporter au niveau de l'Europe. Et donc ça nous permet d'avoir un avantage compétitif majeur par rapport aux Américains et aux Chinois, et puis peut-être à d'autres plus tard, parce que vous avez les Russes, on en a parlé tout à l'heure, mais bien évidemment qu'un jour ou l'autre, l'économie refera surface et que nous aurons aussi ces compétiteurs. Il faut absolument qu'on s'harmonise. Et c'est compliqué, c'est long, on y passe effectivement beaucoup de temps, on essaie d'évangéliser, parce qu'il faut expliquer la technologie. Il faut expliquer que la technologie permet de résoudre les problèmes du passé. Quand on vous dit c'est trop long à construire, ça coûte trop cher, non, parce qu'on ne parle pas des mêmes objets. Moi, chez moi, je n'ai pas de génie civil.
ayant fait ma carrière dans le génie civil, je peux vous dire c'est ce qu'il y a de plus long à construire dans un énorme projet. Quand il n'y en a pas, il n'y en a pas. Ben vous réduisez d'autant. Quand il y a du génie civil, vous avez des aléas. C'est les aléas qui font traîner, qui donnent les retards. Ce n'est pas la techno en elle-même. Donc on a les avantages pour apporter des réponses très concrètes on va dire, aux objections que peuvent avoir soit les antinuques par dogme, soit la population légitimement, et on peut se mettre à la place de n'importe quel citoyen qui dit « Ah oui, mais regardez, vous aviez ça et ça et ça comme inconvénient, quelle réponse apportez-vous » Aujourd'hui, nous avons la capacité d'apporter des réponses à ça. À nous maintenant d'être suffisamment forts tous ensemble pour arriver au niveau européen à faire émerger cette fermeture complète du cycle, cette harmonisation du corpus réglementaire sûreté et sécurité pour assurer toute la population et puis enfin assurer un déploiement industriel qui corresponde à la demande. Merci beaucoup. Je regarde l'heure et je me dépêche de clôturer cette partie politique avec une dernière question pour vous, Monsieur Lynch. Alors, on voit au niveau européen que, qu'importe les pays, on va vers une production d'énergie intermittente, comme le soulignait RTE pour la France, mais c'est également vrai pour l'Allemagne, une production d'énergie intermittente en croissance. Et donc, pour rebondir un peu sur les propos de M. Alexandre, comment est-ce que le nucléaire européen, d'un point de vue économique, il peut tirer son épingle du jeu dans ces nouveaux systèmes électriques? Question compliquée, s'il en est. Donc, je vais aussi être assez court, puisque c'est vrai qu'on manque un peu de temps. Deux aspects. D'abord, la question est évidemment les prix futurs du marché électrique. Là-dessus, je ne vais pas m'aventurer à faire des prévisions, puisque on l'a vu que ces marchés peuvent être très volatiles, et en particulier dans des périodes d'instabilité géopolitique. Donc, la seule chose qu'on sait à peu près pour l'avenir, et c'est des travaux académiques qui nous le disent, c'est que les prix à l'avenir seront en majorité très faibles sur beaucoup d'heures. Donc, du fait que c'est les énergies renouvelables ou des technologies à coût marginal bas qui vont fixer les prix. Donc, on aura beaucoup d'heures à prix très faible et quelques heures à prix très élevé qui reflètent les périodes de tension. C'est dans ces moments-là que le nucléaire devra se rentabiliser, en tout cas s'il reste électrogène. Ça ne concernera pas potentiellement ceux qui vendent de la chaleur ou qui ont d'autres business models, mais c'est une composante à prendre pour les développeurs de projets actuellement. Alors, c'est une problématique pour le nucléaire, mais ce n'est pas uniquement une problématique pour le nucléaire. C'est une problématique pour les ENR, pour le gaz, pour n'importe quoi qui sera là en 2050. La question derrière, c'est également comment est-ce qu'on assure l'investissement là-dedans, notamment pour le nucléaire, et c'est toute la question des discussions actuelles au Parlement européen ou à la Commission européenne et entre les États. Quelle va être la régulation? Comment est-ce qu'on assure l'investissement dans ces capacités? Donc là, il y a une réforme du marché électrique qui est en train d'être discutée. On essaye, en tout cas l'État français essaye de pousser l'apparition de CFD, Contract for Difference, ou la généralisation de ces contrats à long terme pour assurer les revenus et donc permettre l'investissement. Mais on voit que par exemple EDF a quelques réticences et notamment va beaucoup plus sur des solutions marché. Bon, ça, c'est la partie marché électrique. Après, il y a aussi une partie qui est peut-être plus tendue, c'est la question des tarifs, donc tarifs de consommateurs individuels ou industriels. Les industriels, notamment, veulent bénéficier de coûts visibles et surtout faibles pour être compétitifs. Là, on est vraiment dans une question qui est plus politique. Qui va financer le nucléaire, qui paye pour le nucléaire, qui profite de la rente du nucléaire, comment est-ce qu'on organise cette distribution. Et là, c'est à la fois une question politique intérieure, mais également au niveau européen. Donc voilà. Okay, merci. Passons à présent à la troisième et la dernière partie de cette table ronde sur les sujets environnementaux et réglementaires. Et donc, projetons-nous en 2050. La France connaît un climat de plus en plus déréglé. Et donc, dans un tel contexte, Valérie Feudon, est-ce que la technologie française nucléaire sera-t-elle toujours résiliente? Alors, en fait, oui, il y a beaucoup de débats là-dessus. Donc, nous, on a publié un rapport au mois de juin sur la consommation d'eau des centrales françaises. D'abord, je voudrais dire deux choses. La première, c'est qu'une centrale nucléaire peut fonctionner avec de l'eau chaude, puisqu'aujourd'hui, c'est le cas. Vous savez que le PR de Taïchan est en zone tropicale. Et on a aussi les 4 unités de Baraka aux Émirats arabes unis qui fonctionnent avec de l'eau chaude. Donc, c'est pas du tout une contrainte. En fait, il faut simplement qu'elle soit adaptée pour ça. Et le second point, c'est que
On a aujourd'hui, ça c'est assez important de le dire, que la plus grande centrale américaine, Palo Verde en Arizona, fonctionne en plein désert, avec les eaux usées de la ville de Phoenix, donc il n'y a ni fleuve ni mer. Voilà. Donc on sait trouver des solutions sur les questions de manque d'eau. Alors, ce qu'on a publié au mois de juin, c'est la consommation d'eau des centrales françaises en circuit fermé sur fleuve. Alors, est-ce que vous êtes familier avec circuit fermé ou circuit ouvert? Donc, peut-être je vais faire un petit rappel. Il lève la main. Bon, enfin, voilà. Donc, une centrale a besoin d'eau pour se refroidir. Donc, circuit ouvert, c'est quand elle prend l'eau et qu'elle la rejette immédiatement et qu'elle rejette l'intégralité. Donc, c'est comme ça qu'elle fonctionne, par exemple, au bord de la mer. Mais c'est aussi, on a un certain nombre de centrales en France. Par exemple, la centrale de Tricastin sur le Rhône fonctionne aussi en circuit ouvert. Donc, elle rejette tout ce qu'elle reprend, en fait, il y a quelques peut-être millièmes de litres qu'elle ne rejette pas. L'inconvénient de ce mode, c'est que, évidemment, toute la chaleur revient à la rivière. Voilà. Mais par contre, elle ne consomme pas d'eau. Les circuits fermés, c'est là où vous voyez des aéroréfrigérants. Donc, elle prend moins d'eau. Elle a besoin de moins d'eau, mais elle évapore une partie de cette eau dans les aéroréfrigérants. Donc, on dit qu'elle consomme de l'eau. Alors, pour vous donner une idée du niveau de consommation actuelle des centrales françaises, elles consomment 1% du débit des fleuves sur lesquels elles sont installées. Donc, quand on parle de l'EPR sur le Rhône, par exemple, sur le site de Bugey, on passera de 1% à 2%. Vous voyez qu'on est quand même dans des consommations très faibles par rapport au débit des fleuves. Alors évidemment, on se pose la question, mais oui, mais aujourd'hui, voilà, le débit du Rhône, il est celui-là. Qu'est-ce qui sera en 2050? Donc c'est très difficile à modéliser. Ce que vous disent les hydrologues, c'est que c'est encore plus difficile à modéliser que le climat. Le débit des fleuves. Si on prend le Rhône, il a une partie qui vient des Alpes, une partie qui vient des eaux de pluie. Donc, ils ont fait un rapport très intéressant que je vous invite à lire si ça vous intéresse, qui est le rapport de l'agence eau Rhône-Méditerranée. Ils ont fait des modélisations sur 2050 sur le Rhône. Et donc, ils ont pris moins 30%. Mais en fait, ils disent qu'ils ont beaucoup de mal à modéliser. Donc, c'est plutôt une hypothèse de travail. Parce que ce qu'ils pensent, c'est que le débit ne va pas forcément diminuer, mais qu'il va se déplacer en fonction des périodes de l'année. Et on voit qu'on a des pluies torrentielles. On a un mélange de sécheresse et de pluies torrentielles. Donc, c'est vraiment extrêmement difficile à modéliser. Voilà. Donc, EDF a lancé un plan qui s'appelle ADAPT, d'adaptation de l'ensemble de ces centrales au réchauffement climatique sur les différents bassins. Et ça sera un des objets fondamentaux de la décennale des 50 ans. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'autorité de sûreté a demandé à EDF que pour le passage à 50 ans, il y ait un vrai plan prospectif d'adaptation des installations aux potentiels enjeux du règlement climatique, sachant qu'aujourd'hui, c'est déjà le cas. Je pense par exemple à la centrale de Gravelines. Ils ont construit une nouvelle digue. Voilà, donc déjà tous les 10 ans au réexamen décennaux, c'était déjà pris en compte, mais je pense que là, il va y avoir un effort supplémentaire pour les 50 ans. Voilà. Et puis évidemment, maintenant, il y a une nouvelle technologie qui arrive, qui permettent encore plus de flexibilité, comme l'a dit Jean-Luc. Voilà, donc disons que c'est un sujet pour l'industrie nucléaire, comme pour tout le monde, parce que je pense qu'on était en période de canicule. Tout le monde souffre, y compris le réseau de transport d'électricité, le réseau de distribution, enfin je pense que tu vas le dire. Donc chacun doit faire son travail pour adapter ses infrastructures à ces périodes de forte chaleur. La chance qu'on a en France, c'est qu'en été, on consomme beaucoup moins d'électricité qu'en hiver, puisqu'on est aux alentours de 50 gigawatts en été, alors qu'on monte à 80 en hiver. Donc, c'est pas comme si on était, par exemple, le Texas ou la Californie, où les pics de consommation sont justement en période de canicule à cause de la climatisation. Voilà. Un grand merci Valérie Faudon. Alors, on est un peu sur les chapeaux de roue et on manque de temps pour aborder les volets réglementaires. On comptait le faire avec Jean-Luc Alexandre, mais je vais vous poser la question en ouverture en fait de cette partie question. Donc, on voulait avoir la vision d'un industriel sur ce volet, c'est-à-dire quel levier réglementaire vous souhaiteriez voir actionner au niveau français, mais également européen, dès à présent. Comme je disais tout à l'heure, ce qui est important, c'est l'engagement vers la fermeture complète du cycle. Ça, c'est un engagement réglementaire.
parce que ça vous ouvre un boulevard derrière, ça permet des coopérations, ça permet d'engager certaines recherches qui sont nécessaires pour finalement aller atteindre le Graal, hein, c'est-à-dire vraiment avoir ce cycle qui soit complètement fermé. Pour moi, c'est majeur. La deuxième, c'est d'obtenir de la réglementation une autorisation du nombre de sites nucléaires civils. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, vous avez un nombre qui est contraint. Voilà, il y a un nombre défini par la loi. Demain, si l'on veut pouvoir alimenter dans des sites industriels qualifiés, bien entendu, ce type de petits AMR ou petits SMR, il va falloir autoriser par la loi le fait que l'on puisse avoir une INB qui soit installée au sein d'un îlot industriel. Alors ça, c'est pour les industries, on va dire les installations fixes. Puis vous avez tout de suite le pendant sur les navires, puisque dès lors que vous avez un petit réacteur, nous 40 MW, c'est parfait. Le plus gros des bateaux sur les océans, tenez-vous bien, il consomme 25 MW électriques. Donc quand vous en avez un qui fait 40, ça fait le job. Et en plus, d'un seul coup, les industriels se rendent compte, les armateurs se rendent compte qu'ils vont gagner 10 à 12% de charge utile. Donc ça, sur l'économie, ça fait du bien. Et on peut du coup embarquer des unités de dessalement d'eau de mer à bord, ce qui permet de pouvoir délivrer aussi de l'eau potable que vous avez fait au fur et à mesure de votre trajet. Donc il y a des combinaisons sur les applications qu'on va appeler nomades qui font qu'il va falloir ouvrir aussi la législation. Les Anglais, s'ils ne sont pas trompés, ce sont les premiers à avoir légiféré sur l'autorisation de navires à propulsion nucléaire civile dans les ports anglais. On n'en est pas là encore. Il va falloir que ça vienne, parce que les Chinois vont le faire, les Américains vont probablement le faire aussi, ils bougent aussi très très vite, les Canadiens le font. Nous, Européens, qu'est-ce qu'on fait? Alors oui, on va dire au niveau français, on va peut-être une fois de plus tenir le flambeau et essayer d'ouvrir les portes et de montrer au niveau européen, mais c'est quelque chose qu'il faut jouer très vite au niveau réglementaire. Et puis ne jamais, jamais baisser le niveau de sûreté-sécurité. Il est très élevé aujourd'hui. Ce qu'il faut par contre, c'est à partir de ces exigences, essayer d'avoir la meilleure performance possible encore au-dessus. Et ça, c'est la technologie qui permet de le faire. Il faut en profiter. Quand une techno vous donne un truc en plus, il faut le prendre tout de suite. Entendu. Merci. Je laisse maintenant la salle poser d'autres questions. Oui, bonjour. J'ai une question qui s'adressait aussi suite à l'exposé de RTE sur la modulation. On a beaucoup parlé du nucléaire. Donc certes, ça peut être une exigence vu l'évolution du système électrique. Il n'empêche qu'une énergie qui a principalement des coûts fixes, certes, elle peut économiser le combustible, mais ça n'a rien à voir pour le nucléaire d'économiser le combustible versus un barrage économiser l'eau ou une centrale à gaz économiser le gaz, puisque, comme l'a dit Valérie tout à l'heure, c'est qu'une petite partie de ses coûts. Les coûts fixes, l'amortissement du capital et les salariés qui travaillent sur la centrale, ils ne sont pas économisés par le fait qu'on ne produise pas. Et donc finalement, est-ce qu'il y a d'autres options? C'est-à-dire qu'on pourrait se dire que dans un système où ça a beaucoup, où il y a des besoins de flexibilité importants, est-ce que vraiment c'est la modulation des réacteurs nucléaires qui est la bonne solution? Est-ce que le pilotage de la demande ou du stockage, on n'a pas des perspectives que ça coûtera moins cher que de faire moduler des réacteurs nucléaires, par exemple? Non, mais Vincent a tout à fait raison. Le sujet, si on peut trouver des moyens disponibles, il y a déjà des steps. Donc je pense qu'il faut accroître. Et c'est possible aujourd'hui. Les stations de pompage, tu as des systèmes aujourd'hui qui ne supposent pas d'avoir un barrage, une retenue. Il y a des sites qui peuvent accueillir de nouvelles steps, tant mieux. Il y a, je l'ai évoqué tout à l'heure, travailler sur la notion de foisonnement européen. Et surtout, ce que les GRT se causent entre eux sur les données qu'ils ont, les scénarios qu'ils ont, le magnifique travail qui a été fait, il faut qu'il soit partagé parce que la saisonnalité, ce qu'évoquait Valérie, ici dans cette région, le pic de conso à 12h, 13h l'été, c'est une donnée qui nous fait ressembler à ce que les Espagnols ont connu il y a 10 ans, 20 ans. Donc tout ça, ça suppose un partage au niveau du pilotage des réseaux qui aura un effet sur la flexibilité dont on disposera ou pas les ajustements nécessaires. Donc il y a toute une série de solutions pour éviter l'impact financier qui va être évident pour le parc s'il est utilisé uniquement pour faire ces phénomènes de ressort et d'accélération. Je crois que c'est à Golfech en 2015 qu'il y a eu une modulation de 900 MW en une demi-heure. Donc c'est vrai que s'amuser sur des amplitudes comme ça, à lever les barreaux, à remettre les barreaux, enfin, voilà, c'est pas fait pour ça. Le parc n'a pas été conçu pour ça. C'est un coût économique. Et après se poseront des questions de savoir comment la collectivité prend en compte ça pour que l'opérateur, qui est un industriel, qui a des coûts de production, ne soit pas le seul à porter cette charge. On retombe sur un débat voilà, qui par ailleurs est ouvert. Bonjour, Barbara Frugier, donc je travaille chez Naria. Merci pour la présentation et merci à toutes les personnes intervenantes. J'ai une question
peut-être qui sera abordé par la suite par Valérie Faudon, mais que je voulais vous poser néanmoins. On évoque effectivement le coût du financement, le coût d'un financement bas, mais quelle est la part entre le contribuable, la tolérance au financement public et le financement privé? Voilà, je pense que cette dimension-là, j'aimerais bien avoir votre regard. Je peux répondre un peu sur la partie financement. Alors, c'est vrai qu'il y a un vrai enjeu sur le coût de financement et l'accès au capital pour le nucléaire. Notamment EDF, quand il essaye d'accéder à des capitaux et doit supporter en fait, des charges assez grosses pour notamment financer des EPR, comme c'est du privé, c'est risqué, a en fait des coûts d'accès aux capitaux qui sont quand même assez élevés, qui jouent en fait une grosse partie sur les coûts du nucléaire futur. Donc c'est un enjeu majeur et notamment qui a fait l'objet de beaucoup de débats pour le futur énergétique 2050. Là où on a des raisons d'espérer pour l'avenir, c'est vraiment sur notamment cette régulation européenne. Donc le fait qu'en ayant des CFD ou des contrats long terme qui en fait stabilisent le niveau de revenu du nucléaire à l'avenir, on dérisque une partie du projet et donc on a accès à des capitaux à un coût plus faible, rien que de la partie privée. Après, il y a toute la question du soutien public. Actuellement, EDF a quand même une dette qui est très élevée, à peu près 60 milliards, je crois, à jour. Et donc, ne peut pas supporter actuellement la construction, en tout cas le financement de grosses tranches tout seul. Donc là vient la question du financement public qui doit encore être déterminé et on verra comment ça se fait. Il y a quand même une question sur les petits réacteurs. C'est que là, on a aussi une question des petits réacteurs, des plus petits projets, donc qui peuvent attirer des investisseurs qui avant n'étaient pas prêts à mettre 6 milliards, financer autant d'argent, c'est compliqué. Après, maintenant, mettre 1 milliard, mettre quelques centaines de millions, on a plus d'industriels qui peuvent être prêts à participer au financement. Oui, je vais juste apporter un petit complément en anticipation de la présentation. Je pense qu'on voit en Europe différents projets se mettre en place avec différents schémas. Il y a des projets européens qui sont lancés avec des taux souverains. Je pense à la Hongrie ou la République tchèque. Et il y a des projets européens qui sont lancés avec une majorité d'argent privé, ça va être le cas de Sizewell, mais avec des régulations très fortes, puisque sans schéma financier avec des régulations très fortes qui permettent justement de transférer le risque, on se retrouve avec des coûts du financement très élevés qui sont demandés dans ce cas-là par les opérateurs privés. Voilà. Mais je dirais qu'aujourd'hui, il y a une étude de Compass Lexicon qui montre qu'il n'y a quasiment plus aucun grand projet d'investissement en Europe qui se fait hors régulation, hein. Même dans les renouvelables. Juste peut-être très rapidement un petit mot par rapport à la question de Barbara Fougier. La question est centrale. Lundi, donc cette semaine, le patron de l'AIE, donc Fatih Birol, disait, je vous cite, je le cite, de nombreux acteurs de l'industrie nucléaire ont la réputation de ne pas livrer leurs projets à temps et de coûter plus cher que ce qui était prévu. C'est un moment historique pour l'industrie nucléaire. Elle doit respecter les délais et les coûts. Donc on est vraiment sur un sujet central, par rapport auquel il ne doit pas y avoir de tabou non plus, par rapport à deux évolutions possibles. Un fonds souverain européen, c'est-à-dire qu'au moment où les Américains structurent la transition avec un financement dédié et en volumétrie assez conséquent, l'Europe, elle ne met pas les moyens. Donc l'Europe a un discours, a une ambition, le Green Deal, tout le monde en convient, mais derrière, comment on délivre? Pour mémoire, pour les étudiants, le budget de l'Union européenne, c'est à peine 1% du PIB de l'Union européenne. C'est ridicule. On a un discours politique ambitieux, mais qui n'est pas suivi de moyens. Si on veut être au rendez-vous de l'équation du Green Deal et autres, il faudra mettre en place un financement européen dimensionnel qui pourra bénéficier au nucléaire. Et deuxième observation plutôt, là où il y a du financement privé disponible, eh ben, allons-y. Si des investisseurs privés croient à des projets technologiques nouveaux, disruptifs, répondant aux objectifs du net zero emission, ben, allons-y. Il n'y a pas de tabou. Pour l'instant, nos pensées, ma génération, on est sur du financement public. Mais voilà, si sur cette technologie qui a fait ses preuves, on arrive à trouver des investisseurs en Europe, bien sûr, prioritairement, peut-être ailleurs, qui ont envie de partir sur les projets nucléaires, tant mieux. Juste un petit point, c'est les PPP. La solution, c'est le PPP. Beaucoup d'industries sont passées par les PPP, partenariat public-privé. C'est hors bilan, vous faites une SPV. Et c'est l'avantage de aller chercher avec l'effet levier 10-15% d'État, vous arrivez à lever le complément sur le marché privé. Et c'est hors bilan.
Donc les hôpitaux, les autoroutes, les infrastructures ferroviaires, tout c'est financé comme ça. Le nucléaire doit pouvoir bénéficier de ce genre de financement. Merci à vous quatre. Je suis obligé de couper à présent cette table ronde et je vois malgré... Simonetta qui voulait. Simonetta, allez. Bon, alors Simona. Allez, Simonetta. Sinon, c'est pas sympa. Oui, c'est juste par rapport à la question sur la flexibilité et la modulation du nucléaire. En fait, je pense que c'est aussi important de distinguer entre plusieurs besoins de flexibilité à des horizons différents. C'est-à-dire que quand on parle de production solaire, de pic de production solaire dans la journée, on parle de besoin de flexibilité de quelques heures. Et on dit bien dans les analyses de RTE que sur cet horizon-là, c'est bien la flexibilité de la demande, le premier levier à mobiliser. Et donc le rapport qui vient de paraître présente également un vrai plan de passage à l'échelle sur les flexibilités de la demande, donc qui sont vraiment un levier essentiel pour gérer ce type de besoin de flexibilité. Voilà. Un grand merci Simona et merci une nouvelle fois à tous les quatre.